Premier épisode du coin du bureau, mais là, coin du bureau vers la machine Un café. à café. Du coup, bah, là, il y a déjà Bienvenue. un verre, déjà. Alors, et en plus, c'est pas n'importe quel On va verre. voir c'est à qui. On est sur la reine d'Angleterre. Je peux récupérer mon verre maintenant, s'il vous plaît. avec Merci. la main fonctionnelle. Oui. Voilà, main Voilà, cassée. donc Mélissa qui Avant d'écrire des messages sur WhatsApp. fait du Tu sais roller le tu dimanche. sais que Non, l'une c'est des pas seules le roller. fois, Alors, attends. l'une des seules fois où elle a tiré sa révérence, c'est devant Lady Diana, quand elle est passée dans son cercueil. La seule fois où elle a tiré sa révérence, la reine Elisabeth. Et maintenant, je tire la mienne. Un peu plus important que ça. Attends, Mélissa, comment t'as fait cette fracture du. Je prends mon café, du coup. J'ai glissé dans mon rôle. Voilà. Et je suis tombée en arrière sur le poignet. Ça devait être marrant. Ouais. C'était marrant, mais ça fait mal. Du coup, ça fait plus trop. Bah, bon rétablissement là. Merci. Félicitations à toi. Voilà. Pour ton année Merci. incroyable. Merci. Franchement, c'est. Que dire de ton année alors? Si moi je suis félicité, toi c'est chapeau bas. Non, il n'y a pas de Merci. chapeau. Bravo. Franchement, moi, je te le dis avec tout mon cœur et honnêteté. Plaisir. Beaucoup de travail. Attends, quelle heure tu quittes le bureau? Généralement, en moyenne. Avant quelle heure Est-ce qu'il y a des heures en vrai? Non, mais en vrai. On va parler Le plus tôt, l'heure à laquelle tu quittes le bureau. minuit. Minuit le plus tôt. Ouais, Ah, non. minuit, 1 heure. On va dire la plage horaire, c'est 23 heures quand c'est bonne heure. Et le lendemain, donc minuit, 1 heure, 2 heures, quand ça bosse bien. Mais t'arrives à quelle heure? Ah, bah, on arrive à C'est midi. ça aussi. On arrive à midi, 11 heures. 10 heures quand on a des rendez-vous. Ce matin, j'étais là à 10 heures. On peut dire que tu fais midi-minuit? Ah, on peut dire que je suis midi. Et encore, ça c'est officiel. Ok. Et toi, Bah, comme moi. à quelle heure t'arrives? Quelle heure c'est quoi tes horaires? C'est la même chose? Franchement, moi, ça dépend. Moi, j'aime bien faire le tour un petit peu des promoteurs avant de venir. J'aime bien prendre mon café tranquillement, voir les actus, regarder les chiffres, etc. Il est bon le café ou pas? Franchement, il est bon, prends-en. Profite parce que là, bientôt, c'est le ramadan. Oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est très vrai, ça. Ça, c'est très, très... Youssef, tu veux un café? Attendez. C'est pas bientôt fini cette bêtise hein? Ah ben voilà. Vous êtes en train de faire quoi les gars là? On va Ça va. boire un café. On est à la machine à café. On peut se servir? Bien sûr que tu peux te servir. Vous êtes sûr? C'est une machine. Amateur de café, tu peux venir voir ici? Oui. Vous faites un caméra café? C'est la caméra à café. Exactement. Ottoman, tu me conseilles quoi? Un café de ton côté ou à la cafetière là? J'ai un meilleur café. moi. Ça. Le meilleur cafetier est là. Non, moi c'est plus synthé, j'ai arrêté le café. J'ai arrêté le café, je suis en tachycardie quand j'en bois. Pour de bon, vous filmez là? Bah Ouais, oui. c'est en train de filmer. en train de filmer. C'est un live, c'est quoi? C'est au caméra coin du café. bureau, mais le vrai coin du bureau à café. Bah, venez au coin du bar. Dites-nous si vous aimez bien les amis. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Hotman, qu'on voit pas trop ici, recule un petit peu. Hotman a une machine à café, du coup, sur son bureau. Voilà. Mais- On veut savoir pourquoi tu as fait ça? C'est pas arrondir les fins de mois. Mais je le vois problème, le bar. on peut pas. Voilà. Non, Le mais- bar, c'est chez lui. Non, mais attends. Ah, mais là, vous faites de la concurrence. On peut pas aller au bar, Il en boit combien des censuré cafés par là-bas. jour? Combien il en boit des cafés par jour? 70. Ah. Est-ce que t'as déjà... Non mais tu vas où? Reste ici. On va parler de ton addiction pour le café. Parlons-en. Honnêtement. C'est ce qui me permet de supporter la pression et vous supportez-vous au quotidien? Avec le son qui est des clients, tu tires. Non, jamais. Non, on vous aime. Bon allez, moi je vais retourner travailler les gars. Santé. Bah, C'est santé à qui toi. fait le coin du bureau là? Bah là, c'est nous. Initialement, c'est qui? C'est lui et moi. Tiens, d'ailleurs, je vais poser une question à Ryan. Oui. Et j'aimerais bien que tu donnes ton avis aussi. Est-ce que pour toi, tout le monde peut devenir agent immobilier? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu t'attendais à être agent immobilier aussi quand tu étais plus jeune? Alors, tout le monde peut devenir agent immobilier, je pense que oui. Est-ce que c'est facile? Non. Après, la question c'est, est-ce qu'on peut devenir un bon agent? T'as la main pleine de café. Oui. C'est une En bonne fait, question. tout le monde peut être agent immobilier, je pense que oui. Parce que à partir du moment où tu as 2 pieds, 2 jambes, 2 mains, 2 bras, Des yeux, un nez, deux on va faire narines. tous les membres. C'est possible d'après être un bon agent. Un bon agent. C'est compliqué. Raphaël, on a un petit truc, moi et Raphaël. C'est quoi? C'est qu'on a commencé en même temps. Ah ouais? On a Bien commencé sûr. en même temps, on était En sur même les temps, bancs de ouais. l'école ensemble. Ouais, On a je me cravaché. souviens. Je me souviens comme si c'était hier. Et t'as vu? Aujourd'hui, On- on, il en reste très on arrive à combien? On est arrivé, on était 6 personnes à peu près. Et aujourd'hui, il ne reste plus que nous deux. Il reste plus que les deux dans la. Tiens, Le Deux flambeau. survivants. une phrase que tu dirais à une personne qui débute dans l'immobilier.
Bonne chance. Bonne chance, bonne soirée. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. Une phrase que tu dirais à quelqu'un qui débute dans Wow. l'immobilier? Accroche-toi bien. Accroche-toi bien parce que c'est. Je dois m'accrocher pour la réponse ou c'est accroche-toi Non. bien que tu dis? Le mec qui écoute, faut qu'il Ah. s'accroche bien. J'ai compris. Et c'est quoi la partie la plus difficile du métier du Les coup, horaires. pour toi? Les horaires? Ah, les horaires. Les horaires. Quand on est célibataire, on n'a pas de vie particulière à côté, ça va, c'est gérable. Mais dès que tu es là où je ne serais sans parler d'enfants, hein, juste une épouse, il faut lui accorder du temps, etc. Et tout le temps on est ici. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ma réponse? Est-ce que tu as le même ressenti? C'est important de savoir aussi. Bah, que pour moi, il faut faire des concessions. Pour moi, c'est être agent immobilier, c'est avoir la tête un peu partout, c'est savoir aussi ce qu'on veut, se fixer des objectifs pour justement savoir arriver le matin, 11h, midi, 9h, 8h, repartir très tard, être dévoué pour ses clients, être transparent, être honnête aussi, avoir un très bon fonds, parce qu'aujourd'hui, beaucoup gagnent de l'argent en investissant en immobilier, mais beaucoup en perdent parce qu'ils font les mauvais choix. Ils achètent par émotion, ils n'achètent pas par cohérence. Et pour moi, c'est la grosse différence. Donc, faut être, pour moi, comment dire, je ne trouve pas mes mots. Pour moi, il faut savoir justement avoir plusieurs casquettes. Être sur le terrain, être dans le bureau, parler des chiffres, parler devant les caméras aussi pour faire des vidéos. Ah. Donc voilà. Et le secret, parce qu'être agent immobilier, c'est bien, mais pour être un top performeur, pour avoir des bons résultats, que ce soit tes résultats à toi, et du coup, quand tu es dans le haut du classement, dans le top 3 de chez DRN, c'est que tu fais gagner de l'argent à tes investisseurs aussi, du coup. Alors venons d'un top 1, c'est gratifiant, merci. Mais le secret pour être millionnaire, tu le connais ou pas? Est-ce que tu connais? Dis-moi. Bah, c'est le même que pour être top performer, il n'y en a pas en vrai. C'est du travail, du sérieux. Comme tu l'as dit, d'être honnête. Parce qu'en fait, si tu vas pas être honnête, tu vas être cramé tout de suite. Et de toute façon, même si moi, personnellement, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais si même une fois ça me traverse l'esprit, imagine que tu dis, voilà, bah ça c'est. Voilà, le vert là, il est blanc. Mais si tu dis qu'il est bleu, et ben. Oui. Ton client, il va pas, au début, il va te croire parce qu'il va sur place, mais quand il va venir, il va voir qu'en fait, il est blanc ce verre. Et ben là, du coup, tu casses tout. Ok. Je vais prendre de l'eau. Ok, j'ai T'as bois compris. d'eau chaude. Moi, il y a quelque chose qui. Ouais, non, je vais pas prendre de l'eau chaude. Moi, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est le marketing de la peur. Toi, tu vas leur dire des choses, tu vas leur donner des informations et des éléments qui sont vérifiables sur des sites du gouvernement, sauf que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur TikTok avant de dormir et qu'ils vont voir des gens dire des choses qui ne vont pas sur toi les vérifier derrière. Sauf que ces personnes-là utilisent, encore une fois, le marketing de la peur, donc la négation. Comme si je te dis, toi, aujourd'hui, Ryan, ne pense surtout pas à un éléphant bleu sur un scooter devant le Burj Khalifa qui avance vers la mer. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens d'imaginer un éléphant bleu, mais c'est un jet ski par contre. En jet ski. Voilà. À vous de me dire aussi à quoi vous avez pensé, mais en fait, ils utilisent ce truc-là. Ne faites surtout pas ça. N'achetez surtout pas ceci. Ne faites, Ils vont penser à Et faire du ça. coup, instinctivement, les gens vont faire ça. Et ensuite, ils vont s'endormir sur ça. Et le lendemain, Ryan reçoit un message en disant « Mais Ryan, tu m'as dit ci alors que… » Et faire peur aux gens, du coup, c'est un peu ce qui se passe en France d'ailleurs. Les politiciens font peur aux gens pour justement mieux les tenir. Les gens ont peur d'investir. Aujourd'hui, ils ont peur d'investir, pas forcément dans l'immobilier. Les gens ont peur d'investir alors que ils sont capables d'aller travailler tous les jours pour gagner un salaire, mais du coup, le salaire, c'est juste assez pour finir le mois et juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Et du coup, ils peuvent travailler pendant 40, 50, 60 ans. Et ça leur fait pas peur. Par contre, ils ont peur d'investir alors qu'ils ont l'argent dans leur compte. Ils se réveillent tous les matins, ils voient qu'il y a de l'argent dans leur compte et ils sont tranquilles. Et ensuite, ils vont, au lieu d'investir et de… Après, la peur, elle vient pas que de ça aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Le fond, je l'ai compris, mais il y a aussi ce qui se passe dans ce monde actuel. C'est les arnaques, les fraudes et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant, nous, on vend sur Dubaï. Enfin, on ne vend rien du tout. On accompagne les gens à acheter un bien immobilier ou à vendre un bien immobilier sur Dubaï. Est-ce que toi, tu penses que ça ne viendrait pas surtout d'un problème de confiance?
cette peur-là? Je Je t'explique. Moi, j'ai eu un client. On notera que je ne réponds pas à la question. Non, non, juste. Après, tu vas répondre. J'ai un client qui est parti là récemment. On parle de quelque chose qui s'est passé ce week-end sur le site DLD. Ok. Il a tapé mon nom, donc il a vu que j'ai existé pour de vrai. Au début, c'est Bien, bien. bravo. C'est bien parce qu'à Dubaï, on arrive à voir s'il y a des vrais agents ou des faux. Et après, derrière, il a vu que j'avais 0 transaction. Il me dit, Ryan, je te vois numéro 3 chez DRN, l'une des meilleures agences de Dubaï, si ce n'est pas la numéro 1. Mais tu as fait 0 transaction. C'est-à-dire quoi? Le site, il marche pas, toi, tu mens, comment ça marche? Du coup, moi, je lui ai expliqué qu'en fait, à Dubaï, tu as 2 marchés. Le marché secondaire, marché off-plan. Le marché off-plan, là où moi, je suis spécialisé, eh ben, on va avoir de transactions. Et tu as fait des transactions dans le secondaire? Là, tu veux un café? Ah, yes. Il est très bon, le café. Hein. Mais tu as fait des transactions dans le secondaire, sauf que nous, chez DRN, du coup, la majeure partie, en tout cas, Bah, moi, des je passe transactions, moi, je passe par les collègues qui Voilà. travaillent dans le mais secondaire. elles sont enregistrées sous Mounir, qui est lui, du coup, le boss de DRN. Mounir ou les collègues avec qui on travaille, ça C'est dépend. ça. Ouais. Mais du coup, tu as dit quelque chose qui est super La intéressant, confiance. c'est la confiance, c'est les arnaques. Je vais le mettre dans le même sac que la concurrence. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du business. S'il y a des arnaques, c'est qu'il y a de l'argent. Ah oui. Les gens ne vont pas créer des arnaques dans quelque chose où il n'y a Ça pas fonctionne d'argent. pas. Ah oui. Tu vois? Donc aujourd'hui, en fait, c'est encore toujours, on revient à ton histoire de verre, ton gobelet qui est Le verre bleu ou blanc. Non, il est bleu. C'est toute une question de perception. D'ailleurs, il y avait un truc comme ça, avec la robe. Des gens qui la voyaient dorée et d'autres qui la voyaient grise. Je ne sais pas si tu la connais celle-là. Non. Moi, je connais que le verre bleu. Tu la connais celle-là ou pas, Nico? La robe grise que les gens parfois voyaient bleue. Ah oui, elle est très rapide. Ouais. En fait, tu as une robe. Ouais, tu as une robe. C'est une photo, c'est la même. Il y a des gens qui la voient en doré et d'autres qui la voient en bleu. grise. En grise. Tu vois? Tout c'est une question de perception. Et la perception se travaille, mais la perception, selon moi, elle est l'issue d'une succession de choix que tu fais dans ta vie. Je te prends toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un investisseur. Aujourd'hui, tu as investi toi. Investisseur avant d'être agent, exactement. Ok. Donc, tu es un investisseur. À quel âge tu as commencé à travailler pour quelqu'un et à quel âge tu as commencé à travailler à ton compte? Alors, j'ai commencé à travailler très jeune. À 15 ans, 16 ans peut-être. Ouais. Entre 15 et 16 ans, je ne sais plus exactement. Et à 21 ans, j'étais entrepreneur. Tu as travaillé pour quelqu'un, du coup, au début, et ensuite, tu t'es mis à ton compte. C'est ça. Le fait que tu travailles et que tu te mettes à ton compte, derrière, ça t'a forgé dans tes décisions, même sans que tu t'en rendes compte. Ce qui fait que dans tes investissements immobiliers, tu as mis combien de temps pour décider d'acheter? Entre le moment où l'opportunité s'est présentée et là, et que tu as dit oui? Moi, j'étais rapide. C'était une semaine. Ok. Pourquoi? Parce qu'au préalable dans ta vie, tu as été entrepreneur. Au préalable dans ta vie, tu as décidé de prendre des risques C'est et ça. c'est des décisions. Exactement. Tu T'as bien vois? cerné le Alors que truc. de l'autre côté, si tu prends une personne qui est dans un salariat, dans la vie, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, tu as les entrepreneurs et les gestionnaires. Tu as des entrepreneurs qui prennent des risques, qui foncent, et tu as les gestionnaires qui préfèrent être, entre guillemets, dans un confort de le matin, je vais au travail, j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, et ça me permet d'économiser, mettre un peu de côté, mon loyer, je le paye, mes vacances sont budgétisées, etc. Budgétisées, je sais pas. Donc du coup, de l'autre côté, les personnes qui ont des salaires tous les mois, bah, c'est beaucoup plus compliqué de leur dire, écoute, bah là, tu gagnais 3 000 euros ou 2 000 euros, tu vas devoir investir, il te restera peut-être 1 000 euros. Donc c'est assez pour payer, parce que du coup, nous, on le fait aussi. Regardez le reste à vivre. Parce qu'il n'y a personne qui vérifie ici s'il te reste de l'argent une fois que tu as investi. Les gens, c'est des grandes personnes. Donc elles font leurs calculs. Mais toi, du coup, tu lui dis, il te restera un petit peu. Ça présente un risque sur 3 ans de construction sur plan. Il y a des personnes qui sont entrepreneurs, ou même qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui ont pris des risques dans leur vie. Elles vont avoir une réflexion tout autre qu'une personne qui est dans le salarié, qui, du coup, est gestionnaire. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Encore une fois, pour moi, c'est une perception qui est l'issue de plusieurs étapes et plusieurs choix que tu as fait au préalable dans ta vie. Après ça, il n'y a pas de. Ce que tu dis là. Pour entreprendre, il faut prendre un risque. Mais ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu n'as pas de risque en vrai. C'est quand tu es bien au courant. Tu as un risque. Mais il est maîtrisé. Attends, quand tu es bien au courant de toutes les étapes, de tout ce qui a été mis en place par le gouvernement notamment, que tout est vérifiable par l'ARERA, etc. Du background département. Est-ce qu'il y a un réel risque?
Bien évidemment, il y a toujours Le un risque risque zéro n'existe que pas. une météorite tombe sur la ville de Dubaï et là on ne peut plus rien faire. Mais dans le cas où la nature suit son cours, il n'y a pas de risque. La suite logique, il n'y a pas de risque. J'aime pas dire il n'y a pas de risque. Je peux pas dire oui. Il y a un risque, mais il est maîtrisé. On parle de quel risque Tu peux déjà? le vérifier, tu peux le maîtriser. Je sais pas, il peut n'importe quoi. Je pense qu'on ne parle pas du même risque. Parce que toi, peut-être le risque que tu parles, c'est de ne pas gagner d'argent. Non, Moi, je parle pas de ce forcément. risque-là. Moi, je Il parle peut de se risque. passer quelque chose, une personne qui a budgétisé sur 3 ans et il se passe quelque chose dans sa vie, il est entrepreneur, il fait un accident, il peut peut pas plus aller payer ses travailler, il séances. peut plus payer, tu vois, on peut pas savoir. On le maîtrise, ça veut dire on anticipe tout. Je fais mon calcul, je sais que toi, tu gagnes tant par mois, que tu vas avoir tant qui va arriver, etc., etc. Mais demain il t'arrive quelque chose, je pouvais pas l'anticiper, je peux pas le savoir. Non, on ne parle pas de la même chose, Yanis. Parce qu'à la base, on parlait de la confiance. Après, on parlait du risque. Mais on ne parle pas du risque que la personne qui s'est engagée ne peut pas payer ses échéances ou ne peut pas aller jusqu'au bout. Enfin bref, on parle vraiment de la confiance. Ok. Pour toi, être agent immobilier, c'est facile ou c'est pas facile? On a parlé des horaires, ok, c'est dur. Mais le métier, au-delà des horaires. How are you? Good? Hi, Khanzeb. How are you? Good? You want coffee? Take. Pour moi, est-ce que c'est facile? Pour moi, c'est pas facile à partir du moment où tu as la méthode. Pour moi, c'est facile quand tu as la méthode. Quand tu as la recette un petit peu qui t'est propre à toi. Tu as ton roulement, tu sais comment procéder parce que mine de rien, ça peut être très difficile au départ. Connaître tous les projets, connaître tous les promoteurs, connaître les prix au mètre carré, les prix des Non, loyers. mais ça c'est pas au départ, ça, Yanis. C'est tout le temps. Au départ, c'est difficile. Et alors là, je vais te parler d'un projet concret. Il y a un projet qui sort à JVC, Wadan. Tu connais le promoteur Wadan? Ah ouais. Le lancement, c'est le 14, Mhm. samedi. Mhm. Le projet, j'ai des clients qui voulaient avoir des studios. Donc, je leur en avais parlé il y a une semaine. Les studios, il y a une semaine, déjà, c'est complètement vendu. Alors que le lancement, c'est samedi. Comme souvent sur Ils les m'ont deux dit, derniers projets. mon budget, bye. Mon budget, finalement, il est réévalué à la hausse. Il est réévalué à la hausse. Donc, on est passé sur un one bed. Ouais. Donc samedi, j'ai présenté le one bed parce qu'il y avait encore des one bed disponibles. Ce matin, il m'appelle, il me dit c'est bon, on prend un one bed. Ouais. Donc ce que je fais moi, c'est que j'appelle le promoteur. Je dis ok, on part pour un one bed, est-ce qu'on peut poser une EY? Ils m'ont refusé l'EY parce que c'est le projet est complètement vendu alors que le lancement n'a pas encore eu lieu. Ouais. Enfin, le projet est déjà sold out avant que même que le lancement ait eu lieu. Donc ce que je veux dire par là, parlez quoi déjà? Tu me demandais si c'était difficile d'être agent ou pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là, je dois refaire le même travail, rechercher un projet qui va leur correspondre parce que ce que j'ai trouvé il y a une semaine n'est plus d'actualité. Donc en vrai, ça, c'est permanent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe des heures à la machine à café pour rebooster. Même, je sais pas si tu as remarqué, mais parce que là, c'est filmé. Mais la réalité, c'est Mais moi, que même quand j'ai oublié la caméra. même quand on prend un café ou quand même on se pose n'importe où, ou même en dehors du bureau, on parle immobilier. Ouais. La réalité, c'est que là, tu peux très bien venir me voir en me disant, et indirectement, tu le fais. Tu me dis, Yanis, j'avais positionné quelqu'un en liste d'attente sur le projet Wadan, mais du coup, il n'y a plus d'unité. Yanis, sur quoi je pourrais présenter sur quel projet je pourrais positionner mon client? Attends, j'ai un client qui m'appelle. Du coup, Tu réponds pas devant tes clients? non, c'est pas un client, c'est un prospect. Ok. Mais du coup, pour répondre, est-ce que c'est difficile d'être agent immobilier? C'est difficile au départ quand on n'a pas la recette de connaître tous les projets, connaître l'historique du promoteur, le constructeur, les terrains, le propriétaire du terrain, les loyers, les premiers mètres carrés, les nouveaux lancements qui vont arriver, les précédents lancements, qu'est-ce qui s'est passé, quel a eu du retard, etc. Mais une fois que tu as ce roulement-là, au fur et à mesure, Il y a un après, roulement pour qui moi, se c'est fait. pas difficile en soi. Ce qui est difficile, c'est que, encore une fois, tu ne maîtrises pas. C'est des éléments où tu sais qu'il va y avoir un projet, tu vas positionner ton investisseur, mais le plus difficile en réalité pour moi, tu sais c'est quoi? C'est faire reconnaître un investisseur que devant lui, il a une opportunité. Parce que nous, on est à Dubaï. Il fait beau, il y a des projets qui sortent, qui sont incroyables. Tu as plein de projets qui arrivent, mais tu sais que sur 10 projets là qui vont sortir, il y en a un seul sur les 10 qui correspond à ton client.
Mais ton client de l'autre côté, il se dit, mais attends, tous les projets sont beaux, et là, il y en a 10. Mais il y en aura 10 autres qui vont arriver. Et va lui faire comprendre que ce que tu lui proposes là, maintenant, c'est une opportunité selon sa situation, à lui, selon la stratégie que vous avez mis en place pour lui, et que les 20 autres projets qui vont sortir après, il y aura quelque chose qui ne collera pas par rapport à sa demande à lui. Et que c'est cette unité-là qui lui faut. Justement, comment tu fais toi pour lui expliquer sans qu'il ait l'impression que tu es un vendeur de tapis? Parce que le problème, c'est ça, c'est que le client, quand tu vas lui dire, écoute, ce projet-là, c'est vraiment celui qui te convient à toi. Mais si on attend le prochain projet, oui, il va y en avoir un autre, mais tu vas payer plus cher. Ouais, ou même pas, ça correspond, c'est pas que le prix. Moi déjà, j'essaye en tout cas, parce qu'encore une fois, c'est ce qui est le plus difficile pour moi. Au préalable, parce que moi, j'aime pas envoyer 3, 4, 5, 6 projets. J'en envoie très rarement plus de 2. Je travaille au préalable sur la stratégie. Si tu en envoies 6, c'est que tu as mal fait ton boulot. C'est ça. C'est que pour moi, tu travailles au maximum sur la stratégie, tu scelles et tu verrouilles tous les éléments en rapport avec la stratégie et en rapport avec la situation de ton investisseur. Bien sûr, ses exigences, son budget. C'est ça. C'est que si au final, pour moi, il y a 3-4 projets qui correspondent à son profil, bah, c'est que les 3-4 projets ne représentent pas réellement une opportunité pour lui. Pour moi, c'est tu travailles sur la stratégie, tu prends le temps, tu regardes le budget, ce qui va venir, ce qui va vraiment, étant assemblé, représenter l'élément qui fait que c'est cette unité-là, ce projet, ce promoteur et cette localisation qu'il lui faut. Et que si du coup il ne se positionne pas là-dessus, soit il va attendre très longtemps, soit il va pouvoir retrouver quelque chose, mais pour moi c'est un échec parce qu'il va racheter quelque chose au final par ego et par dépit parce qu'il va se dire ah j'ai raté ça, il y a toujours ça de dispo là-bas, ok je prends ça. Par dépit finalement. Et ça pour moi c'est un échec et pour moi le pire scénario qui peut arriver pour vous investisseurs c'est pas ne pas gagner d'argent, c'est récupérer la mise. Quand on fait un mauvais investissement, pour moi, c'est récupérer la mise, c'est perdre de l'argent à Dubaï. Est-ce que c'est possible? Réellement, quand tu es bien accompagné? Bien sûr, c'est possible. C'est possible pour toi? Oui. Comment? Quels sont les éléments? De revendre avant. En fait, il faut être bien accompagné. Si tu es tout seul. Quand tu es bien accompagné, est-ce que c'est possible de perdre de l'argent? Si tu es bien accompagné, c'est pas possible. On est d'accord. Le pire scénario, c'est tu vends en récupérant ta mise. Voilà, ça c'est. Ça, c'est le pire. Et encore, ouais. Mais si tu as bien été averti que tel projet va prendre de la valeur qu'à partir de tel moment, parce que nous, avec l'expérience, avec le recul, avec l'historique, on peut déjà prédire l'avenir. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu achètes un appartement à Dubailand, par exemple, où tu as plein de projets qui se lancent, si tu veux le revendre 6 mois après avec une plus-value, ça, tu peux oublier. Ça n'existe pas. Par contre, si tu achètes une villa, chose qui est très rare, et que tu le revends 6 mois après, 1 an après, là oui, tu peux faire de la plus-value. Quand tu crées l'exclusivité, il y a des gens qui veulent faire des plus-values sur des studios. Parle-moi d'une anecdote extraordinaire que tu as eue avec un client. Ok, je te parle de ça. Après, je crois qu'on va arrêter parce que le temps passe. La meilleure anecdote que j'ai faite pour mes investisseurs, c'était il n'y a pas très longtemps. Et j'espère la refaire, mais en tout cas, j'ai des doutes. C'est sur le projet Mansouri Résidence. J'ai positionné des investisseurs qui s'y connaissaient du coup dans le domaine de l'automobile, alors que je n'avais pas l'information qu'il allait avoir une collaboration. Pour moi, ça allait juste être un projet incroyable dans une zone incroyable que je connaissais du coup, et qui avait des éléments qui, mis bout à bout, représentaient un investissement idéal. Mais encore une fois, on verrouillait, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les risques étaient maîtrisés, mais je ne pouvais pas tout anticiper. J'ai vendu du coup des unités, enfin des personnes qui sont mises sur liste d'attente en réservant des unités. 3 mois après, annonce officielle, collaboration incroyable avec le préparateur Mansouri, augmentation de 16% des prix. Les investisseurs, ils ont pris à peu près 120 000 € en 3 mois. Exceptionnel. Trouve-moi ailleurs que dans les actions, dans le bitcoin, dans la crypto, je ne sais pas, où tu peux faire autant d'argent en si peu de temps. Magnifique. Et toi? La même anecdote que toi finalement. C'est vrai? On a la même histoire. J'en ai eu Si d'autres. c'est dans Mansouri J'en ai eu Résidence. d'autres, mais en tout cas, on s'est positionné juste avant le lancement, l'officialisation de Mansouri, et les prix ont explosé la semaine d'après. On résume, pour faire les meilleures affaires à Dubaï, c'est de savoir saisir les opportunités au meilleur moment, et le meilleur moment, c'est souvent avant qu'elles soient connues du grand public. C'était au coin du bureau, à la machine à café, avec Ryan Et Yanis, de chez DRM. n'oubliez pas l'accompagnement.